Donc, avant de commencer la thématique, pourriez-vous, Monsieur Mustafa, nous faire une petite présentation de votre parcours, bien académique, professionnel, avant d'entamer le sujet de ce soir? D'accord, d'accord. Donc, Mustafa Tagoula, je suis ingénieur énergéticien de formation, lauréat de l'école des l'ENIM, l'ancien ENIM, l'école des mines de Rabat, en génie énergétique en 2011. Après, j'ai enchaîné ou bien j'ai commencé ma carrière professionnelle, bon, en fait, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, principalement tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, les audits énergétiques, les diagnostics, les énergies renouvelables. Et j'occupe actuellement le poste de directeur à l'Institut de formation en métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Tanger, IFMERI. Donc, on peut commencer, si Mohamed Ali, Oui, ou oui. on attend un petit peu les participants. On Bon, je crois commence. qu'on peut commencer. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Donc, la thématique d'aujourd'hui, elle est très, très importante vu, comme vous savez, l'énergie à l'échelle mondiale c'est le nerf de la guerre actuellement. Comme vous savez, l'énergie est utilisée partout, partout, partout. Donc, que ce soit à l'échelle industrielle, bâtiment, tertiaire, partout, on utilise de l'énergie. On va voir par la suite, au cours de ce webinaire, l'importance de l'énergie dans notre vie. Donc, je commence par le sommaire de ce soir. Donc, le sommaire, comme vous voyez, on va traiter quatre axes principaux. C'est vrai que c'est pas facile. Le webinaire est très très bien garni, elle est très très consistant. Donc c'est pas vraiment évident de parcourir ces axes en 2 heures ou bien 3 heures. C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Vu la consistance des axes, on peut passer des semaines pour établir ou bien pour expliquer ces différents axes. Donc, mais ce soir, on va vous donner un avant-goût sur ces thématiques. On commence par le premier axe qui concerne les sources et les types d'énergie. Et puis, on va enchaîner sur la différence entre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et puis, on traitera le cadre réglementaire de l'énergie au Maroc. Et puis, on termine par un aperçu général sur l'ISO 50001, la norme de management de l'énergie. Donc, avant de commencer, je veux bien susciter un peu votre imagination avec moi. Donc, et au cours du webinaire, j'aimerais bien que ça soit interactif, que vous posez des questions, que vous interagissez, et que ça soit une interaction entre nous. Il faut avoir une interaction entre nous pour animer la formation. Donc, donc, on commence, comme j'ai dit, par susciter un peu votre imagination. Donc, imaginez avec moi que vous êtes dans une grotte, donc en plein forêt, entouré d'arbres. Donc, vous vous réveillez, vous vous réalisez que vous êtes au Moyen Âge, des années avant Jésus-Christ, des années primitives, là où il y a absolument rien, vous n'avez absolument rien, comme l'homme primitif. À votre avis, c'est quoi vos besoins dont vous aurez besoin pour vivre dans cet environnement? J'aimerais bien voir vos réactions par rapport à ça, puis le début pour voir si vous êtes vraiment intéressé par cette thématique. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, pour essayer de reformuler la question, c'est quels Oui, sont les besoins dont on aura besoin dans cette situation, oui, au milieu d'une caverne, exactement ça. à l'ère primitive. En plein forêt à l'air primitif. Pour vivre et pour survivre, de quoi on a besoin?
Bah, il faudra le Wi-Fi, Ben. La première. C'est, Oui, oui, on c'est commence à devenu. avoir on commence à avoir des réponses. Oui, on commence à avoir quelques réponses. Donc, on Donc, parle là de Lamia nous l'électricité, le dit gaz. l'électricité et le gaz. Ayman, il y a l'eau potable et la nourriture. Monsieur Brahim, il précise qu'on doit se nourrir, se chauffer, sécuriser des attaques des animaux. Il y a aussi la chaleur, D'accord. selon Fatima, et l'énergie. Donc, si vous voulez, donc pour aborder cette question-là, ou bien pour répondre à cette question, c'est le pyramide de Maslow, c'est les besoins primitifs. D'accord. D'abord, on parle pas là de l'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité dans le primitif. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas une source d'électricité. Donc, on parle d'énergie, oui, de chaleur, de nourriture. Pour avoir la nourriture, on doit cuire, on a besoin du chaleur. Donc, on a besoin de se protéger, avoir des armes. Mais des armes, aussi, on a besoin d'une énergie pour l'explosion, etc. Pour aussi une énergie mécanique pour avoir déjà la puissance ou bien l'énergie pour se défendre. Déjà. Parce qu'on ne peut pas se défendre si on n'a pas assez d'énergie. Que ce soit énergie en termes. Pardon. Un petit souci. OK. Donc, on a besoin d'éclairer aussi. Oui. Pour s'éclairer, pour avoir de la lumière, il faut l'éclairage, donc il faut l'énergie. Donc, tout ça, ça tourne autour de l'énergie et de l'eau. L'eau. Donc, Donc, il y a Monsieur deux. Sofiane nous confirme qu'il a besoin d'eau. Oui, on a deux besoins qui sont primordiaux et essentiels. L'énergie sous ses différentes formes qu'on va voir par la suite et l'eau. Donc, je sais pas si vous connaissez Nikola Tesla. Bien sûr. Donc, Oui, oui, malheureusement, elle n'est pas très médiatisée comme Einstein, par exemple. Mais à mon sens, c'est le génie le 20e siècle, beaucoup plus que Einstein ou n'importe quel autre scientifique, à mon sens, moi. Donc, malheureusement, il n'est pas très connu, il n'est pas très médiatisé parce qu'il a il a découvert pas mal de choses, mais à l'époque, il n'a pas eu l'intérêt d'être fameux ou bien d'être connu. Il, il l'invente et puis c'est tout. Il laisse ses inventions pour d'autres personnes. Donc, Nikola Tesla, il dit que pour découvrir, si vous voulez, pardon. Donc, Nikola Tesla dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Donc, if you want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Donc, il dit que tout est énergie. Everything is energy and energy is everything. Partout. On parle même on parle même de un univers, on est dans un univers vibratoire, on est dans un monde vibratoire, là où tout vibre, tout est sous forme d'énergie, même nous-mêmes. Mais ça, c'est un autre débat, donc on va pas entrer dans le détail du sujet. Donc, on passe aux sources d'énergie. Les sources d'énergie, en fait, sont classées en deux formes, ou bien en deux grandes classes. La première, ce sont des énergies fossiles. On dit des énergies fossiles, donc c'est d'énergie, comme par exemple le pétrole, le charbon, le gaz et l'uranium. Même si l'uranium, c'est une énergie fissile. Donc c'est une énergie fissile. Donc c'est une, on peut avoir l'énergie d'une source d'uranium par la fission nucléaire, la fission de l'uranium. Donc, principalement, les sources d'énergie fossile sont principalement le pétrole, le charbon et le gaz. Mais
c'est... J'ai un petit problème. Donc, mais on a encore combien de temps pour chaque forme d'énergie? Par exemple, si on prend comme exemple le pétrole, on a à peu près 47 ans de réserve de pétrole. Avec le rythme de consommation actuel de l'humanité. Le charbon, un peu plus, 156 ans, le gaz, 64 ans, et l'uranium, 85 ans. Donc, comme vous voyez, ce sont des sources qui sont limitées. Donc, ils sont limités. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps qu'il qu'il soit pas, donc pour ne pas, pour avoir un manque d'énergie en termes d'énergie fossile. Donc, on passe, par exemple, on voit ce schéma, la consommation, la production plutôt de pétrole par rapport à notre consommation. Donc, on a une consommation qui est croissante, en croissance. Par contre, on a des réserves de pétrole qui diminuent de plus en plus. Donc, à l'horizon 2040, 2050, on ne va plus parler de pétrole. Mais on va voir par la suite la différence entre les énergies fossiles et des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, mais ça ne veut pas dire que les énergies fossiles ne sont pas renouvelables. Oui, à vrai dire, elles ne sont pas renouvelables à échelle humaine. Mais si vous voyez la source des énergies fossiles, c'est un cycle en fait, mais pour le cycle de vie de l'énergie fossile, par exemple, si on prend le gaz ou le pétrole, on a besoin de milliers, de milliers, des millions d'années pour revoir ou bien pour que la nature reproduit l'énergie fossile. Par contre, les énergies renouvelables, elles sont renouvelables à l'échelle humaine. Donc, chaque jour, chaque heure, on a l'énergie renouvelable qui se renouvelle en permanence. Juste pour avoir la distinction, bien la différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles ou bien les énergies non renouvelables. Les énergies non renouvelables, elles sont non renouvelables à l'échelle humaine, mais à vrai dire, ils peuvent se reproduire, ils peuvent se reproduire d'ici des milliers ou bien des millions d'années, parce qu'ils sont en fait, ils sont produits sur la base sur la base de tout ce qui est bio, tout ce qui est organique, tout ce qui est organique. Donc, si on prend par exemple à l'échelle internationale les pays là où il y a plus de pétrole et plus de gaz, si on prend le Golfe par exemple, on peut avoir une idée sur le passé ou bien sur le passé de cette région. Parce que on a un gisement important de pétrole. Ça veut dire que cette zone-là a connu depuis des milliers de millions d'années a connu une matière ou bien une matière organique très, très, très importante, que ce soit des forêts, des arbres, ou bien des êtres humains, par exemple, des guerres, beaucoup de morts en termes de cadavres, etc., qui se transforment en pétrole avec le temps, avec la pression, avec la température dans la croûte terrestre. Donc, et se transforme avec le temps en pétrole parce que c'est là-bas c'est le carbone. Donc, on passe aux énergies renouvelables. Donc, on a plusieurs formes d'énergie renouvelable, à savoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie marine, l'énergie hydraulique, on va revenir là-dessus par la suite, l'énergie géothermique et le bioénergie ou bien la biomasse. Pour l'énergie hydraulique, pourquoi j'ai dit qu'on va revenir par la suite? Parce que l'énergie hydraulique, pour quelques pays, c'est pas vraiment une énergie renouvelable. Parce que si on prend par exemple le Maroc, à vrai dire, c'est pas une énergie renouvelable parce que les précipitations, ça dépend. Il y a quelques années là où on n'a pas assez de précipitations.
il y a des pays africains là où il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de pluie pendant des années, donc c'est pas vraiment renouvelable. On parle d'énergie hydraulique comme énergie renouvelable, par exemple en Europe ou bien au Canada, là où il y a la pluie durant l'année ou bien durant au cours de l'hiver. Donc c'est pratiquement chaque année, c'est un cycle. C'est pour ça que j'ai dit, ça peut être renouvelable comme ça peut être non renouvelable, ça dépend. Donc, si on voit un petit peu l'échelle, à l'échelle humaine, les besoins en énergie à l'échelle humaine en 2011, par exemple, on constate que on a principalement des besoins d'une consommation des énergies fossiles, savoir le pétrole, le charbon et le gaz naturel, pratiquement les trois quarts de la consommation humaine en 2011 est sur la base d'énergie fossile. Par contre, les énergies renouvelables sont un peu moins que le quart, moins que pratiquement 20%, ne dépassent pas 20% en 2011. Mais actuellement, ils sont un petit peu plus que ça. Si on voit par exemple le gisement ou bien les ressources énergétiques qui sont disponibles dans la nature, on remarque que le solaire, il y a un énorme gisement solaire qui couvre pratiquement beaucoup plus que le besoin de l'humanité à la Terre. Donc, on a plus que ce qu'il en faut, plus que 10 000 fois ce qui est demandé. Par exemple, si on met les panneaux solaires dans à peu près la Terre, la tour de la Terre, l'ensemble de la tour de la Terre, on peut facilement répondre aux besoins énergétiques qui en dépassent les besoins énergétiques de l'être humain. Donc, on passe. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions comme ça pour une fois on termine cet axe, on passe aux questions-réponses, si vous voulez. C'est bien ça, c'est Mohamed. Oui, On oui, passe aux oui. questions-réponses juste après l'axe. Bah, une fois on termine l'axe, Ou on va bien on laisse à demander la fin. s'il y a des Ça questions, marche. sinon on continue. Ça marche. Parfait. D'accord. Donc là, j'aimerais bien préciser une chose qui est très, très, très importante, c'est que l'origine de l'ensemble, pratiquement l'ensemble des énergies, que ce soit fossile ou renouvelable, c'est le soleil, c'est l'énergie solaire, sauf l'uranium qui est un matériau brut. Pratiquement les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables et les énergies fossiles sont d'origine solaire, le soleil. Je vous explique. Par exemple, si on prend le vent, l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est due à, à l'énergie cinétique du vent. L'énergie cinétique du vent est due au changement de température entre deux régions, ou bien entre deux zones dans la Terre. Ce qui crée la différence de température, c'est par exemple le jour et la nuit, par exemple l'été et l'hiver, parce que si on a l'été dans l'hémisphère nord, on a automatiquement l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc, il y a un changement de saison sur le même intervalle de temps, ce qui crée une différence de température. Cette différence de température, vous savez très bien que la nature tend vers l'équilibre, tend toujours vers l'équilibre. Donc, pour équilibrer la température de la Terre, il y a une création du vent. Donc, c'est la source soleil. La pluie, par exemple, l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, la pluie, c'est l'évaporation de l'eau. L'évaporation de l'eau, par la suite, il crée il y a l'évaporation, la concentration des nuages, etc. La biomasse aussi. Donc, on a quasiment l'ensemble des énergies sont à base de soleil. Après, il y a des transformations ou bien des conversions qui se passent au cours de l'exploitation de l'énergie. Donc, par exemple, là,
Si je vous pose une question, les énergies renouvelables, elles sont aussi la géothermie. Bon, en fait, ce que je voulais dire, les énergies renouvelables, elles sont aussi connues par une autre nomination. C'est les énergies propres. On parle d'énergie propre, c'est ça. À votre avis, est-ce que les énergies renouvelables sont propres, sont vraiment propres au sens du terme? Bah déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme propre? Voilà. Propre, ça veut dire il n'y a pas d'émission de CO2, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de D'accord. pollution, il y a pas d'émission de gaz. S'il y a des réponses? Bah, il y a la réponse pour la biomasse. Bah, déjà, le terme, on ne le comprend pas très bien. C'est quoi une biomasse? La biomasse, on va détailler par la suite. On va détailler chaque énergie à part. D'accord. Juste une question par rapport à cette liaison entre les énergies renouvelables et les énergies propres, ou bien les émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Je vois déjà une très bonne réponse, celui qui dit non, mais il y a une émission pendant la fabrication. Là, on parle, si je vous explique, par exemple, si on prend l'exemple de solaire, on prend l'exemple de solaire, là, on prend la totalité des énergies, l'ensemble des énergies, par exemple, si on prend ce diagramme, c'est en termes, chaque type d'énergie, ça c'est en fonction de kilogrammes équivalent CO2 par kilowattheure. Chaque kilowattheure produite, d'énergie produite, l'équivalent en kilogrammes de CO2 émis. Par exemple, si on prend les énergies fossiles, il y a une énorme émission de CO2. Donc, si on prend Par l'exemple, exemple, le pétrole, on est à environ oui, 0,9 kg de CO2 par kilowattheure. par kilowattheure, c'est ça, exactement, c'est D'accord. ça. Vous pouvez remarquer, par exemple, pour le photovoltaïque, pour le solaire et éolien. Le photovoltaïque, on a pratiquement 0,1 kg par kilowattheure produite. Quand même, c'est pas propre. Pourquoi? Là, on va vous expliquer pourquoi. Surtout par rapport à la photovoltaïque. Je vais prendre l'exemple de photovoltaïque qui est un peu euh, élevé par rapport aux autres énergies renouvelables. Je vous explique pourquoi. Là, on parle de ce qu'on appelle le cycle de vie. Le cycle de vie d'un panneau ou bien le cycle de vie d'un produit en général. Le cycle de vie, ça passe si, par exemple, pour la fabrication des panneaux photovoltaïques, on a besoin de silicium, de produits bruts. Le produit brut, par exemple, on a des émissions dues à ce qu'on appelle il y a des énergies grises. L'énergie grise, c'est l'énergie qui n'apparaît pas dans le cycle, qui n'apparaît pas directement dans le cycle. C'est l'énergie due au transport, par exemple, aux engins d'extraction. Donc, il y a des émissions quand même, parce que ces engins, ils utilisent le gasoil, ils utilisent l'essence, par exemple, pour fonctionner. Donc, il y a des émissions à ce niveau, de fortes émissions à ce niveau, surtout de fortes émissions au niveau fabrication, de l'usine de fabrication des panneaux photovoltaïques. Il y a une énorme consommation d'énergie, que ce soit thermique ou électrique. On a besoin de beaucoup d'énergie pour fabriquer des panneaux solaires. Il y a aussi une émission pour la distribution et le transport. On parle toujours de l'énergie grise. On appelle l'énergie grise au niveau du cycle de vie. C'est le bilan carbone. Ça, on parle de bilan carbone de produits. Parce qu'il y a des audits énergétiques dans l'efficacité énergétique, mais il y a aussi des bilans carbone, des études qui se font dans ce sens pour évaluer un petit peu le L'empreinte bilan carbone. carbone d'un produit,
d'empreinte carbone, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a aussi des émissions. La seule, on peut parler d'énergie propre seulement dans la phase utilisation et consommation. J'espère bien que vous comprenez ce terme-là. C'est propre, oui, mais il faut préciser. Il faut préciser qu'ils sont propres à 100%. Zéro émission, mais au niveau de la phase d'utilisation. Par exemple, on met les panneaux sur le toit, on exploite l'énergie des panneaux solaires, on a zéro émission. Donc, c'est propre à 100%. Mais seulement dans la phase d'utilisation. Donc, on passe au type d'énergie. Le fameux scientifique Antoine Lavoisier dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il parle de l'énergie. Donc, l'énergie ne se perd pas, il ne se crée pas. On a un équilibre de l'énergie qui ne se perd pas, il ne se crée pas, il se transforme d'un type à un autre. Donc, si on voit par exemple ce schéma-là, on peut voir par exemple les différents types d'énergie. Ça, ce sont des énergies. Tout à l'heure, on a parlé de sources d'énergie. Donc, les sources renouvelables, des sources d'énergie renouvelable, des sources fossiles, des sources fissiles. Mais là, on parle des formes d'énergie. Donc, les différents types d'énergie. Donc, les types d'énergie, par exemple, si on prend l'énergie mécanique, on a une transformation vers l'énergie électrique ou depuis l'énergie électrique grâce à des machines, grâce à des moteurs, grâce à par exemple, de l'énergie thermique à l'énergie mécanique. On a par exemple des turbines, des moteurs thermiques, l'hydraulique aussi. On utilise des pompes, une pompe on utilise la pompe qui consomme l'électricité pour nous donner une énergie mécanique pour avoir de l'énergie hydraulique par la suite. Donc, il faut bien voir dans l'ensemble les types d'énergie comme quoi il n'y a pas une déperdition, il n'y a pas une déperdition. Le bilan global, il n'y a pas de création. On n'a que des transformations d'énergie. Ces transformations d'énergie passent à travers des convertisseurs. Un convertisseur, c'est un organe ou bien un équipement qu'on utilise pour produire. Pas pour produire, non, on dit produire, consommer et produire. Oui, produire, mais dans le sens de conversion, pas dans la production de zéro, parce qu'on a une source d'énergie, une énergie primaire, par exemple. Il peut être une énergie fossile, de gasoil, par exemple, de l'essence, de l'électricité, pour avoir une énergie utile. Si on prend par exemple le moteur, par exemple, on lui donne comme énergie l'électricité et nous donne l'énergie mécanique avec une énergie dissipée. Pourquoi on dit dissipée? C'est pas, il n'est pas perdu. Il est perdu dans le système parce qu'il n'est pas utilisé. Mais c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie thermique qui n'est pas utilisée. Mais elle peut par contre être réexploitée ou bien récupérée. On utilise des techniques pour récupérer cette énergie pour l'exploiter ailleurs, par exemple, une énergie thermique, pour l'exploiter pour des besoins thermiques. Donc là, on a la notion de rendement thermique, de rendement énergétique, pardon. Le rendement énergétique, c'est l'énergie utile par rapport à l'énergie, à la source d'énergie, à l'énergie primaire utilisée. On parle par exemple de rendement de moteur 80%, 90%, 95%, etc. Donc, on parle du rendement dans les systèmes énergétiques en général parce qu'on ne peut pas convertir la totalité, 100% de l'énergie d'une forme à une autre. On donne toujours deux ou trois formes dans une opération de conversion d'énergie. On donne une énergie primaire et on reçoit deux ou trois formes d'énergie. Là, on a besoin seulement d'une seule forme d'énergie utile.
l'autre énergie elle est dissipée, elle est transformée en autre énergie dont on n'a pas besoin. Si on prend exemple, par exemple l'ampoule. L'ampoule, on a comme entrée une énergie électrique, mais il nous donne une énergie lumineuse, c'est l'éclairage. Il nous donne également une énergie thermique. Ça peut être utile, par exemple, ça peut être utile, par exemple, le froid. On a froid, on allume l'éclairage, on est éclairé, en même temps, on est chauffé un petit peu. Dans ce contexte, oui, c'est utile. Les deux sont utiles, à vrai dire. Mais parfois, ils sont pas, cette énergie thermique n'est pas utile. Surtout en été, par exemple, ou bien on n'a pas besoin de cette énergie thermique, ça devient l'inverse. On a besoin de se débarrasser à travers, par exemple, la climatisation. On utilise la climatisation, etc., pour extraire cette énergie thermique. Si on prend, par exemple, un moteur, on l'alimente en énergie électrique, il nous donne une énergie mécanique. Mais également, il y a des échauffements, l'échauffement de moteurs qui nous donne une énergie thermique qui n'est pas utilisée, qui n'est pas exploitée dans cet exemple. Donc, la cadence de la consommation actuelle de l'énergie fossile est très élevée et notre avenir doit dépendre des sources d'énergie qui ne sont pas fossiles. Donc, c'est quoi la solution de cette problématique? Et bien évidemment, on a deux solutions, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Mais l'énergie renouvelable à elle seule ne peut pas couvrir le besoin. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de l'énergie renouvelable. Seulement l'énergie solaire, elle peut tout simplement, elle peut facilement couvrir plus que notre besoin. Mais là, je parle en termes de compromis technico-économiques. Parce qu'il y a des investissements qui entrent dedans. On peut pas installer des panneaux partout. Parce que ça coûte. C'est un investissement derrière. Donc, si on prend par exemple un compromis entre le financement et l'utilisation, donc il faut un calcul économique derrière. Donc, il faut aussi instaurer des mesures d'efficacité énergétique rationalisées et rationaliser la consommation. Donc, avant de passer au deuxième axe, je ne sais pas s'il y a des questions. Bah, une question c'est quoi d'abord Oui. la biomasse? On a entendu ce terme pas mal de fois, mais j'arrive plus, même moi, à déciler quelle est la différence entre ce type d'énergie et les autres. Ok, ça va venir par la suite. On va expliquer chaque énergie renouvelable à part parce on va D'accord. passer à l'axe Ok, efficacité donc on le énergétique laisse et après. oui, on va parler, on va en discuter en détail. Même j'ai vu une question par rapport à la géothermie aussi. Oui. La géothermie, oui, c'est une énergie renouvelable. On va voir par la suite pourquoi Donc, et comment. on passe au chapitre suivant. Il n'y a pas de question. Non, non, c'est clair. D'accord. D'accord, donc on passe. Donc l'efficacité énergétique. Pourquoi j'ai commencé par l'efficacité énergétique? Parce qu'on dit que l'énergie la moins chère et la plus propre est celle que l'on ne consomme pas, et celle qui n'est pas consommée. Pourquoi? Parce que, par exemple, je dis toujours, même aux clients, quand j'étais dans des bureaux d'études ou bien des sociétés qui vendent les énergies renouvelables, avant de passer aux énergies renouvelables, il faut toujours penser à utiliser rationnellement votre énergie. Parce que si on a un besoin qui est en dessus de notre besoin réel, on n'a pas estimé vraiment notre besoin réel, on va, on va sur, consommer, mais on va même surinvestir. Et
perdre de l'énergie inutilement, de l'argent inutilement. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends un exemple, on a envie on a besoin d'investir dans des énergies renouvelables. Je prends par exemple le solaire photovoltaïque. Automatiquement, on vient au niveau d'une usine, par exemple, et on commence à faire l'étude de la faisabilité de l'énergie renouvelable. On peut estimer le besoin, par exemple, en kilowattheure crête, par exemple 100 kilowatts crête. Mais par rapport à ce besoin actuel qui n'est pas optimisé, si on priorise l'efficacité énergétique, on peut économiser énormément, que ce soit dans la facture actuelle, que ce soit dans l'investissement qui sera par la suite. Par exemple, si je vous dis, je consomme 1 million de kilowattheures par an. Mais si je ne suis pas très performant ou bien je n'utilise pas efficacement l'énergie, mon besoin réellement est seulement de 800 000, par exemple, ou bien 500 000, 50% de cette consommation. Si je mets les panneaux solaires, je mets les panneaux solaires, j'estime par exemple que j'ai besoin de 500 kilowatts crête, a priori, dans une installation. Et puis, je viens vers la fin, par la suite, comme deuxième étape, je pense à l'efficacité énergétique. Je vais économiser l'énergie et je vais me rendre compte que cette installation solaire n'est pas optimale, n'est pas rationalisée. L'investissement n'est pas rationalisé. Or, les investisseurs, ils pensent à optimiser et à rentabiliser leur investissement. Donc, pour penser à cette notion de coût et de rentabilité et de rendement financier, on priorise toujours l'efficacité énergétique avant les énergies renouvelables. Donc, comme j'ai dit, l'énergie la moins chère est la plus propre et celle qui n'est pas consommée. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si par exemple, j'économise 1 kWh au niveau d'une installation ou bien d'un organisme, que ce soit bâtiment ou industrie, derrière, il y a une économie à l'échelle macroscopique, à l'échelle macro, à l'échelle nationale, de double ou bien plus que le double. Par exemple, si j'économise à mon niveau 1 kWh, mais à l'échelle nationale, les centrales, au niveau des centrales de production, on économise 2,5, voire 3 kWh. Parce qu'il y a une conversion, on a parlé de rendement, la question de rendement, on a parlé au niveau des centrales thermiques, par exemple, il utilise le gaz, il utilise par exemple le fioul ou bien le gaz au niveau des turbines. Ces turbines, ils ont un rendement parfois qui atteint 30%, 40%. Donc, 60% de l'énergie, il est déjà gaspillé à la première étape de la conversion, avant la consommation. Donc, quand on pense à l'efficacité énergétique, il faut penser à l'échelle macro et non pas seulement, par exemple, juste le fait d'éteindre les lumières, c'est une boule, si on veut dire, c'est une boule de neige. C'est une boule de neige qui se crée depuis la source, depuis l'étape initiale de la production de l'énergie. Donc, et ce facteur de conversion, ça dépend en fait d'un pays à un autre. Si on prend par exemple la France, c'est pas comme le Maroc. La France se base principalement sur le nucléaire, les énergies renouvelables en partie. Donc, le facteur de conversion de la France par rapport au facteur de conversion du Maroc ou bien d'un autre pays qui utilise des centrales classiques, thermiques classiques, c'est pas le même facteur. C'est un facteur, par exemple, si on prend un rendement des centrales nucléaires à 60, je dis n'importe quoi, 50 ou 60%, c'est pas comme si on utilise des centrales classiques de 34%, de 40% de rendement. Donc, c'est un gain de plus à l'échelle nationale. Surtout qu'au Maroc, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on est dépendant
on est très dépendant de l'extérieur, on est très dépendant des exportations de l'énergie. À l'époque, avant 2010-2011, on parlait de 80, 95, voire plus, 98% de dépendance énergétique. Là, heureusement, avec la centrale Nord et les énergies renouvelables et l'effort qui est fourni après la stratégie énergétique nationale, on a un peu diminué la dépendance énergétique du pays. Donc, une action d'efficacité énergétique en aval est très importante en amont. Elle est très importante en amont. C'est une conversion qui rend les choses plus importantes, plus intéressantes. Donc, les types d'audit énergétique, on distingue plusieurs types d'audit énergétique. On parle, le type 0, c'est le benchmarking audit. Donc, c'est le benchmark audit. En fait, l'approche, c'est de voir un petit peu, juste brièvement, une analyse macro de la consommation. La consommation en ratio, combien le site il consomme, en kilowattheure par tonne, et on le compare à d'autres sites similaires pour voir un petit peu on est à quel niveau de consommation énergétique. Pour se comparer à d'autres sites industriels. C'est pas un audit énergétique, c'est une étude benchmark. C'est un diagnostic, plus ou moins qu'un audit. Voilà, un diagnostic très préliminaire, basique. Donc, on a le type 1 qu'on appelle walkthrough audit, c'est un audit préliminaire. Donc, l'audit préliminaire, on fait un petit diagnostic seulement avec l'inspection visuelle, sans utiliser aucun matériel, aucun équipement, aucun instrument, rien. On essaye d'optimiser juste ce qu'on voit à l'œil nu. Juste s'il y a par exemple des fuites de vapeur, des fuites d'air comprimé, comme on entend. Donc, c'est une inspection visuelle. C'est pas vraiment un audit approfondi. Le type 2, c'est l'audit énergétique standard qui est approfondi, qui utilise, là on peut utiliser on passe plusieurs étapes. On va voir par la suite les étapes d'audit dans l'audit standard. Et on utilise des instruments de mesure qui peuvent nous donner un diagnostic détaillé sur la consommation de chaque zone, de chaque utilisation d'énergie. On peut classer, on peut faire un ciblage, on peut faire une étude technico-économique des projets d'amélioration, on peut proposer pas mal de solutions et pas mal d'actions d'efficacité énergétique ou d'amélioration énergétique. Et on parle aussi d'un audit, mais qui est basé sur des simulations. Ça, par exemple, dans le cadre d'une étude d'impact énergétique. On parle des études d'impact environnemental, mais il y a aussi des études d'impact énergétique dans un projet futur ou bien un projet en cours de construction. On essaie d'estimer à l'avance, on anticipe sur la consommation ou bien le niveau de consommation du projet en amont via des logiciels, via des simulations, sur PC, sur informatique, sur des logiciels informatiques. Par exemple, dans le bâtiment, il y a la STD, les simulations thermiques dynamiques, qui se basent sur des logiciels très poussés. Comme le Design Builder ou bien le TRN6. Là, on peut simuler le bâtiment avec son détail, avec l'enveloppe, la surface, le nombre d'étages, vraiment le détail, le plan architecte, le plan d'architecte, on peut l'alimenter en termes de tout ce qui est vitrage, tout ce qui est matériel de construction, isolation. On peut même en amont voir l'impact de l'isolation sur la consommation énergétique du chauffage, climatisation, éclairage par rapport aux baies vitrées.
par rapport à la zone, par rapport même, on peut même utiliser la météo, les informations, bien les données météorologiques pour estimer, pour simuler au cours de l'année le niveau de consommation. Et puis, on réagit à fur et à mesure en fonction, bien sûr, du budget et en fonction des contraintes financières. Donc, si on prend un audit énergétique approfondi, donc les étapes suivent, on passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la visite du site et l'analyse de l'existant. C'est un diagnostic préliminaire qui consiste à visiter le site, à analyser les équipements, à mettre des inventaires, à réaliser des inventaires pour chaque utilisation, pour chaque besoin. Par exemple, tout ce qui consomme l'énergie, on fait un inventaire des chaudières, des climatiseurs, des lampes d'éclairage, des PC. Si on est, par exemple, on est amené à auditer une usine ou bien une installation industrielle, on fait l'inventaire des, des utilisations, des utilités plutôt énergétiques, à savoir l'air comprimé, les compresseurs, les chaudières, les groupes d'eau glacée, tout ce qui consomme l'énergie. Et puis, on fait l'étude des factures énergétiques. Ça, c'est avant même l'inventaire, et on compare la consommation suite au bilan d'inventaire et la consommation réelle des factures des 3 dernières années, si elle existe. Et puis, on fait une analyse avant de passer à l'analyse réelle sur le chantier, ou bien sur le site. On fait une analyse statistique. Donc, l'analyse statistique, par exemple, on essaie d'avoir des données sur la consommation des factures d'électricité ou du gaz, de fuel, et des données sur la production, sur la même période. Et on fait une analyse par régression pour voir un petit peu l'impact de la production sur la consommation, bien d'un autre facteur sur la consommation, un facteur pertinent qui peut impacter la consommation. Et puis, on fait sortir, grâce à des outils simples comme Excel, on peut sortir avec un modèle énergétique de site. Un modèle énergétique du site. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire un exemple dans ce sens. On peut le faire dans le cadre d'un autre webinaire, pourquoi pas, pour vous montrer un audit détaillé avec les étapes, avec des données concrètes. Donc, on fait également des enquêtes avec les responsables, avec responsable de maintenance, avec un responsable énergie si elle existe, pour voir un petit peu, pour poser des questions par rapport à la consommation d'énergie, par rapport à des activités qui consomment plus d'énergie. On essaie d'avoir le maximum d'informations sur leur consommation, sur leur production, etc. Et puis, on procède à une campagne de mesure. Une campagne de mesure, là, on utilise plusieurs instruments de mesure, à savoir l'analyse de réseau électrique, qui nous donne les caractéristiques ou l'état de réseau électrique de site, par exemple. Il nous donne la consommation kilowattheure instantanée, minute par minute, la tension, le courant, triphasé bien sûr, la fréquence, les harmoniques, s'il y a la pollution. Les harmoniques, c'est une sorte de pollution au niveau de réseau électrique. Et on analyse ces données pour en sortir avec des mesures, des actions d'amélioration. Donc, l'étape suivante, c'est les bilans énergétiques. Donc, à travers ces données, on exploite l'ensemble des données issues des enquêtes, issues des mesures, issues des factures énergétiques, et on fait
une analyse globale sur l'inventaire, sur les propositions d'amélioration, poste par poste, bien évidemment. Mais les postes, on fait ce qu'on appelle un ciblage. Donc, le ciblage, on le fait grâce à une répartition, la répartition sous forme de camembert. Et puis, on cible les parties les plus énergivores au niveau du site pour se focaliser sur la plus grande partie, la partie qui consomme le plus. Là, on cible et puis on propose des améliorations par poste énergivore. Donc, on peut viser les parties les plus énergivores. Donc, une fois on a des propositions d'amélioration, on fait la partie études technico-économiques. On fait en fonction du budget, on fait des réunions avec le top management pour nous donner un petit peu leur vision par rapport à leur plan d'action, au budget alloué à ce projet, comme ça pour cibler aussi les actions les plus efficaces en termes aussi bien techniques que budgétaires, que financières, en termes de temps de ressources sur investissement, en termes d'efficacité, en termes d'impact sur la facture énergétique. Donc, je ne sais pas si cette partie est claire. S'il y a des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On passe aux énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'énergie renouvelables. On va commencer par le solaire. Le solaire, comme vous voyez là, c'est un map de rayonnement solaire ou bien de gisement solaire à travers un site web qui s'appelle SolarGIS, qui vous donne exactement pour chaque zone ou bien pour chaque localisation au niveau de la carte, le niveau des radiations par kilowattheure par mètre carré. Donc, comme vous voyez, l'Afrique, il y a un gisement important, aussi l'Australie, l'Amérique du Sud. Par contre, en Europe, il n'y a pas vraiment un gisement important en termes de solaire. Au Maroc, surtout au sud du Maroc, il y a un gisement très, très important. Donc, on peut détailler là le gisement aussi solaire que éolien à l'échelle nationale. Donc, comme vous voyez, à partir de OLZZ, on a un gisement qui est très, très important. Jusqu'à Dakhla, jusqu'à à peu près l'ensemble du territoire du sud, il y a un gisement important de solaire. Par contre, pour le gisement éolien, on a un gisement important dans ces régions-là qui sont un peu moins en vert, en rouge, en vert et rouge, donc notamment à Tanger, à Midels, à Essaouira, et là on a au niveau de ça, c'est pas très très visible, mais je ne me rappelle plus quelle ville. Au niveau du sud, Tantan, etc. Aussi au niveau de Dakhla. Donc, pour l'énergie solaire, on distingue deux types d'énergie solaire. Donc, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Le solaire photovoltaïque, dans l'étymologie photovoltaïque, photo, ça veut dire lumière, voltaïque, ça veut dire électricité. Donc, la production de l'électricité, ou la conversion d'électricité à travers la lumière du soleil. Et le solaire thermique, c'est l'exploitation d'eau solaire pour des besoins en chaleur, des besoins surtout en chaleur, des besoins thermiques.
Mais au niveau, pour le solaire, juste pour une précision par rapport au solaire, surtout par rapport à la partie photovoltaïque, le photovoltaïque n'a pas besoin d'une chaleur ou bien d'une température très élevée pour produire. Il a besoin que de la lumière. Au contraire, si on a une température qui est très, très élevée, ça impacte le rendement de panneaux solaires. Le rendement diminue avec l'augmentation de la température. Donc, il y a une confusion là-dessus. On pense souvent que les panneaux solaires ont besoin de température, alors que c'est faux. Le solaire thermique, les chauffe-eau solaires thermiques, oui, on a besoin d'une température élevée pour avoir la chaleur. Mais par contre, pour le solaire photovoltaïque, on a besoin juste de l'éclairement, de la lumière. Je pense que ce point est clair. Donc, on passe au principe photovoltaïque. Donc, comme j'ai dit, le photovoltaïque se base sur la lumière du jour, la lumière du soleil. La lumière qui nous donne des photons. Donc, les photons, elles excitent la partie N du panneau photovoltaïque. Donc, une fois il y a libération des électrons, la libération des électrons qui passent à travers les câbles pour produire un courant, d'où donc une puissance. Donc automatiquement, tout simplement, c'est ça. Donc on a une jonction PN, donc une jonction PN là où il y a un excès d'électrons, et là on a un excès de trous, donc un manque d'électrons en quelque sorte. Donc il y a un gap. Là, il y a un gap pour ne pas laisser passer les électrons de N à P. Donc, ça se passe à travers les câbles et à travers une excitation solaire. Donc, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça la cellule photovoltaïque. C'est ça le principe. Donc, une fois, si la lumière augmente, le courant augmente. Et si la lumière baisse, le courant baisse. Donc, la puissance baisse. C'est basé, ou bien c'est principalement lié à la lumière. Ça n'a rien à voir avec la température. Au contraire, plus on a une température élevée, plus on a un rendement qui est très faible, qui diminue. Donc, on passe aux technologies de photovoltaïque. Les technologies de photovoltaïque, on a la première gamme de technologies qui est de la première génération, qui représente à peu près actuellement 90% du marché. C'est, comme vous savez tous, c'est le monocristallin, le polycristallin, ou bien le mixte, ou bien un mix des deux. Là, on a un mix des deux, ou bien l'amorphe. Chacun a une gamme de rendement différente de l'autre. Mais avec la technologie actuelle, on n'a pas vraiment une grande différence entre les deux, sauf en termes de prix, parce que le traitement de monocristallin est un peu plus sophistiqué en termes de technologie que le polycristallin. Donc, le polycristallin est le moins cher, alors qu'on a une légère amélioration de rendement par rapport de monocristallin par rapport au multicristallin, à peu près 1%, 1 ou 2%, pas très très grand, c'est pas grand chose. Donc sur le marché, on trouve principalement sur le marché le multicristallin dû à son prix qui est un petit peu abordable et un petit peu moins cher que le monocristallin. Donc, pour la deuxième technologie, on a des technologies un petit peu poussées, mais qui représentent seulement 9% du marché en 2015, à savoir le silicium amorphe, le tellure de cadmium et d'autres technologies qui sont qui sont un peu plus poussées que la première génération. En fait, ça dépend, même si vous voyez que le rendement il est très bas, mais l'utilisation, ça dépend en fait de l'utilisation, le degré d'utilisation, la technologie en termes de flexibilité. Par exemple, l'amorphe, elle est très flexible, donc ça donne plus de flexibilité dans le montage, dans l'utilisation. Il n'utilise pas beaucoup d'espace, il est très léger.
Donc, il peut être utilisé dans des applications, facilement dans des applications pas comme la première génération. Donc, c'est question d'utilisation, c'est question d'application. Et on a des technologies de troisième génération qui est très poussée et qui est, bon, c'est toujours en phase de recherche et développement. Donc, ça représente uniquement beaucoup moins que 1%. Donc, c'est toujours au niveau des laboratoires. Particulièrement, on parle beaucoup de la technologie de perovskite. Donc, ça, c'est le rendement. On atteint un rendement de 21%, 21% ce qui est pas mal quand même par rapport à d'autres panneaux photovoltaïques. Donc, il se base sur des cellules quantiques. Donc, c'est une technologie qui est très, très poussée. Donc, qui est toujours au niveau labo, qui n'est pas encore utilisé. Donc là, pour voir un petit peu le processus de fabrication de silicium ou bien des panneaux photovoltaïques. Donc, on commence du silice. Le silice qui est très abondant dans la nature. Et c'est le deuxième matériau après l'oxygène, c'est à 28%. Donc, il est abondant, mais le processus de fabrication n'est pas très, très facile. Donc, il est un peu poussé. Donc, on passe de silice grâce à des procédures chimiques de purification à un silicium purifié. Donc, grâce à cette transformation, on peut fabriquer des lingots. Des lingots, on peut faire un moulage et un sciage pour avoir du wafer. Le wafer nous donne des cellules. Des cellules, après un montage, on peut fabriquer des modules. Là, on voit carrément un système d'installation photovoltaïque qui est composé de plusieurs modules en série et en parallèle. Donc, on n'a pas malheureusement, on n'a pas assez de temps pour détailler ça. Là, on a le solaire thermique. Le solaire thermique, on a deux niveaux de température ou bien deux niveaux d'utilisation, si vous voulez. Le niveau à basse température, c'est pour l'utilisation, pour le besoin d'eau chaude sanitaire individuelle ou collective. Par exemple, pour les chauffe-eau solaires, on les utilise pour les douches, pour l'eau chaude sanitaire. Ça, c'est l'individuel et ça, c'est le collectif à travers des ballons de stockage d'eau, là où passe le transfert. Donc, sur une boucle fermée. Et on a un autre niveau de température, d'utilisation, c'est la haute température à échelle industrielle, à grande échelle. Par exemple, pour les centrales thermiques, les centrales solaires nord, par exemple, on utilise des technologies. On a deux technologies de solaire thermique. On a le cylindre parabolique, celui-là. Ces deux images sont des centrales cylindres paraboliques et on a une tour, la tour. Donc la tour, ça, ce que vous voyez ici, ce sont des miroirs tout simplement qui focalisent les rayons de soleil et qui les focalisent sur une tour. Cette tour, on a une sorte de chaudière ou bien une sorte de citerne ou bien un foyer là qui monte jusqu'à des températures très très élevées, voire 1000 jusqu'à 2000 degrés, voire plus, voire beaucoup plus, pour produire la vapeur, pour la consommer, pour la faire entraîner des turbines au niveau de la centrale, pour produire l'électricité à travers des turbines. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de problèmes de photovoltaïque par rapport à la température élevée.
Par exemple, dans des zones là où il y a la température très, très élevée, on a des rendements très faibles pour le photovoltaïque, le solaire photovoltaïque. Donc, il y a une solution qui se trouve actuellement sur le marché, pas sur le marché marocain, pas encore, mais sur le marché européen, une nouvelle technologie qui consiste à utiliser un seul panneau hybride qu'on appelle qui donne aussi bien la source thermique que photovoltaïque. Donc, à travers une seule source, un seul panneau, on a l'eau chaude sanitaire, on a le thermique, l'énergie thermique et l'énergie électrique. Ça va nous permettre déjà de euh, refroidir le panneau, d'exploiter cette chaleur pour produire l'eau et donc ça n'impacte pas le rendement des cellules photovoltaïques. Donc on produit avec un double rendement, un rendement élevé pour la production d'électricité à travers le photovoltaïque et un rendement aussi qui est élevé pour l'utilisation ou bien pour la production de la chaleur à travers une source solaire. Mais malheureusement, cette technologie n'est pas encore très, très maîtrisée sur le plan maintenant, sur le plan et aussi le coût qui est encore élevé. Donc, en attendant les avancées technologiques pour que ça soit plus accessible. Donc, je passe à l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est un système que vous connaissez tous. Donc, c'est un système des éoliens qui, grâce à l'énergie cinétique du vent, on, on reçoit le vent au niveau des pales. Les pales entraînent l'arbre, l'arbre qui a un multiplicateur parce que vous pouvez constater que la vitesse de rotation, elle est faible par rapport aux besoins du moteur, par rapport aux besoins de générateurs, plutôt de générateurs d'électricité. Donc, il y a un multiplicateur qui multiplie la vitesse de rotation pour atteindre la vitesse souhaitée ou bien la vitesse là où on a besoin au niveau du générateur. Donc, il y a tout un système de régulation d'électricité. Donc, à travers le générateur, l'énergie mécanique, l'énergie cinétique est convertie en énergie mécanique. L'énergie mécanique est convertie en énergie électrique qui est canalisée vers un transformateur et vers une utilisation. Donc, là, plus en détail, donc on a également tout un système d'orientation des pales par rapport à la direction du vent. On a un système aussi une centrale météorologique qui nous donne, ou bien plus précisément un anémomètre qui nous donne la vitesse du vent pour des raisons de sécurité parce qu'il y a un système de freinage qui permet de freiner au bout d'un niveau du vent, de vitesse du vent, pour freiner l'éolien, pour que ça soit pour l'empêcher ou bien pour éviter plutôt pour éviter des accidents ou bien des accidents graves qui peuvent nuire ou bien qui peuvent détruire l'éolienne. Donc, il y a un système de freinage, un système de sécurité qui est sophistiqué au niveau d'une éolienne. On distingue deux types d'éoliennes. Donc, on a les éoliennes onshore sur la terre, donc sur des champs terrestres, et l'offshore sur la mer. Donc, sur des espaces dans les océans, par exemple. Là, on exploite aussi l'océan, on les mers pour produire l'électricité grâce à l'éolien offshore. Pour utiliser, si on a par exemple, s'il y a des pays là où il y a des contraintes liées à des surfaces sur la Terre, donc on n'a pas assez de surface pour exploiter l'éolien, on utilise l'offshore. Même au niveau de l'offshore, il y a un gisement beaucoup plus important du vent par rapport à l'onshore.
Donc, la biomasse, tout à l'heure, on a parlé de la biomasse, c'est Mohamed. Donc, là, la biomasse, c'est l'exploitation tout simplement des arbres, de ce qui est organique. On peut distinguer plusieurs types, ou bien classification de biomasse. On a la biomasse sèche, c'est l'utilisation du bois, des bois pour la combustion, pour la production de la chaleur tout simplement, ou bien pour la gazification, la pyrolyse, liquéfaction. On a plusieurs procédés. On a également ce qu'on appelle la biomasse humide. La biomasse humide, c'est à travers des digesteurs. Donc, on exploite des déchets, par exemple, la transformation de déchets en énergie biogaz, par exemple, ou bien bioéthanol. Bioéthanol, on peut même utiliser des sources alimentaires, par exemple, de betteraves, de céréales, de canne à sucre, pas forcément des déchets. Par contre, pour la digestion, pour le biogaz, on utilise les déchets organiques pour produire du biogaz. Là, on peut exploiter carrément comme un gaz, comme pour la combustion, ou bien pour la production de chaleur. On a également d'autres types de biogaz aquatiques à travers les huiles végétales, à travers le colza, à travers. Donc, ça, c'est des huiles, extraction des huiles. Donc, en gros, c'est ça la biomasse. Donc, c'est l'utilisation des ressources naturelles bio organiques organique pour produire de l'énergie. C'est clair, Assez Mohamed? C'est plus clair là? Oui, c'est clair. Je vous remercie. Donc là, on passe à la géothermie. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que la géothermie est une énergie renouvelable? En fait, au niveau de la géothermie, on utilise la chaleur de la croûte terrestre. La croûte terrestre, il y a énormément de chaleur qui peut être exploitée pour produire aussi bien la vapeur, la chaleur, l'énergie thermique ou l'énergie électrique. On distingue des utilisations domestiques, par exemple, la géothermie domestique pour le chauffage, par exemple, horizontale pour des profondeurs qui sont très faibles, voire 6 mètres ou 10 mètres un maximum. Euh, Par exemple, une technologie de puits canadiens, les puits canadiens. Donc, on utilise la géothermie, la différence de chaleur. Il y a toujours une petite différence de chaleur, de température plutôt. Et il y a une différence de température entre la chaleur, la température souterraine et la température extérieure. Surtout en hiver et surtout dans des zones là où on peut atteindre des températures de moins 20 à moins 30, moins 10 degrés, alors que la température de la Terre est plus ou moins stable aux alentours de 14, 15, donc en fonction de la zone climatique. Donc, on peut exploiter cette différence pour échanger de la chaleur, l'air, échanger avec l'air, et la chaleur, exploiter ces différences de chaleur pour rafraîchir les maisons, les habitations. Et on a une géothermie à l'échelle industrielle. Par exemple, dans des pays scandinaves ou bien l'Islande, on utilise beaucoup la géothermie pour la production de l'électricité à travers des centrales géothermiques qui utilisent la croûte terrestre avec des profondeurs très importantes pour extraire la chaleur ou bien pour échanger avec la chaleur interne de la croûte terrestre pour produire de, pour produire de l'électricité. Donc là, on passe. Je ne sais pas s'il y a des questions dans cette partie-là.
Je crois que c'est clair. Des questions, non? Il y a quelqu'un qui demande là où il y a la zone chat. Je ne sais pas. La zone chat n'apparaît pas. Je ne vois pas. Les éléments les éléments partagés. D'accord, c'est bon. Donc c'est clair apparemment. On peut... Il y a une question qui parle de comment, techniquement, comment on peut avoir cette chaleur de la croûte terrestre. En fait, c'est le principe de l'échangeur thermique. C'est l'échange thermique, tout simplement. Donc, c'est en quelque sorte un géant, un échangeur thermique qui est géant. On échange, par exemple, on met dans des conduites, on fait une installation comme un puits, par exemple. Si on fait à profondeur, on installe des conduites qui sont à boucle fermée, bien sûr, à boucle fermée. Donc, on fait passer l'eau ou bien un fluide caloporteur, pas forcément l'eau, l'huile, par exemple, qui est très caloporteur, un huile qui est très caloporteur, qui passe à travers les conduites souterraines, elle reçoit la chaleur. Elle reçoit la chaleur de la croûte terrestre et puis elle remonte à travers des pompes. Et puis elle remonte et on peut l'exploiter au niveau de l'unité industrielle. On exploite à travers des réservoirs, à travers d'autres échangeurs, bien évidemment, pour échanger avec l'eau. Par exemple, si on utilise par exemple euh, un fluide caloporteur ici, une boucle fermée, donc elle vient, elle reçoit la chaleur de la croûte terrestre et puis elle remonte et elle échange avec un autre circuit d'eau, par exemple, pour produire la vapeur à haute tension, à haute pression, par exemple. Et on alimente des turbines qui produisent l'électricité. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à... Oui, on peut continuer. D'accord. Donc, on passe au cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire tout court, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le cadre réglementaire, à partir de 2009, on parle de la stratégie énergétique nationale. Grâce aux instructions de Sa Majesté le Roi, on a donné une grande priorité à l'énergie pour faire face à la dépendance énergétique qui était très, très forte. Donc, pour pallier à ce problème, avec une vision qui est très, très, très avancée, très anticipée, on a pensé à instaurer un arsenal juridique et réglementaire important, intéressant pour faire avancer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui est classée en priorité. Donc, les objectifs, on a un objectif par rapport aux énergies renouvelables qui est, qui est d'atteindre 42% à l'horizon 2030, 2020. Donc, on a 42% à l'horizon 2020 et 52, je pense, 52% à l'horizon 2030. Mais, juste pour faire, il faut faire attention à une chose. C'est 40% de la puissance installée, pas de la puissance produite. La puissance installée, ça veut dire on a un objectif d'installer 14% hydraulique, 14% solaire, 14% éolien. Là, on a considéré l'hydraulique comme énergie renouvelable. Donc, on peut le considérer par des zones. Il y a des zones là, on peut le considérer comme hydraulique, mais par exemple, au sud du Maroc, là où il n'y a pas de précipitation, on ne peut pas considérer l'hydraulique comme énergie renouvelable. Mais il y a quand même un objectif par rapport à l'hydraulique de 14% à travers
comment ça s'appelle? Euh, à travers les barrages. Donc, au niveau des barrages, ou bien des steppes, il y a des barrages, et à partir des barrages, là, on peut mettre des turbines qui peuvent produire à travers l'écoulement de l'eau et produisent de l'électricité. Il y a une autre technologie qui utilise l'hydraulique, c'est les steppes, les stations là où il y a un réservoir au niveau le plus haut d'une montagne, par exemple. L'exemple de steppe d'Afourer, on a un réservoir en haut et un réservoir en bas. Donc, pendant les heures creuses, là où on n'a pas un besoin électrique, par exemple la nuit, les heures creuses, on fait monter l'eau de réservoir bas en réservoir haut. Donc, on a un système pompe générateur pompe. Voilà, une pompe génératrice. Donc, il peut jouer les deux rôles. On pompe l'eau vers le haut et là où on a besoin d'électricité, on le fait descendre. Donc, l'énergie potentielle de l'eau de haut vers le bas, elle génère de l'électricité à travers la génératrice. Donc, on a un objectif des énergies renouvelables à peu près 42% à l'horizon 2020 et un objectif de réduction de la consommation énergétique grâce à l'efficacité énergétique de 12% à l'horizon 2020 et de 15% à l'horizon 2030. Ça, c'est l'efficacité énergétique. Donc, on a des objectifs relatifs à l'efficacité énergétique et des objectifs relatifs aux énergies renouvelables. Donc, on a des atouts, bien sûr, bien évidemment, grâce le Maroc a un potentiel important en termes d'énergie renouvelable, que ce soit principalement l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc, on a une infrastructure qui se développe, on a des grands projets qui s'instaurent, notamment les centrales nord, on a un cadre réglementaire qui est attractif. Donc, depuis la mise en place de la stratégie énergétique nationale, on a pas mal de décrets d'application dans ce sens. Donc, on peut, juste pour avoir une idée par rapport à la consommation énergétique du Maroc par secteur. Le secteur le plus consommateur d'énergie, l'énergie, je parle l'énergie primaire, c'est le transport. Le transport, je parle de transport, les voitures, les camions, les motos, etc. Donc, ils utilisent consommation énorme en termes d'essence, gasoil. Donc, c'est la partie la plus énergivore, suivie par le bâtiment. Donc, le bâtiment, là, on parle de résidentiel et de tertiaire. Le résidentiel des bâtiments, des habitations, et le résidentiel et le tertiaire, là, on parle des hôpitaux, on parle des hôtels, etc. L'industrie vient en troisième lieu avec 21% de consommation, et puis l'agriculture et l'éclairage public à 8%. Donc, la première loi dont on va parler aujourd'hui, c'est la loi 1309. Elle est relative aux énergies renouvelables. Donc, elle a comme objectif de, de mettre en place un arsenal réglementaire et institutionnel qui consiste à encourager la production ou bien l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, toute personne morale est autorisée à produire l'énergie à partir des énergies renouvelables. Donc, il y a des décrets d'application. On attend encore d'autres décrets d'application qui sont toujours pas en vigueur. Donc, on attend. Il y a des décrets qui sont déjà appliqués, surtout pour la retention, la production des énergies renouvelables pour les grands utilisateurs, les grandes usines, moyenne tension, haute tension. Ça existe. Donc, c'est déjà opérationnel, mais grâce à des déclarations et des autorisations, bien sûr.
pour ne pas nuire au réseau électrique de l'ONE. Et on attend toujours le décret d'application pour la basse tension, pour l'utilisation des énergies renouvelables en basse tension. Actuellement, on peut produire l'énergie renouvelable, mais seulement à l'intérieur de l'organisme ou bien à l'intérieur de l'unité. On peut pas, à basse tension, on peut pas l'utiliser, on peut pas utiliser le réseau électrique pour le vendre, par exemple, ou bien pour le transférer d'un site à un autre. Donc, c'est pas, on essaie également d'encourager l'exportation vers l'Europe. Là, si on a un excédent de production d'énergie, comme vous savez, l'énergie produite doit être consommée automatiquement. On n'a pas de mécanisme ou bien de technologie de stockage, surtout d'énergie électrique. On n'a pas. Donc, ce qui est produit est consommé. Donc, s'il n'est pas consommé, on l'exporte à travers des lignes de haute tension, de très haute tension, soit vers l'Europe ou bien vers l'Algérie. Ou parfois, on importe. C'est en fonction de besoins. C'est une régulation qui se fait en permanence grâce à des cellules de l'ONE qui s'occupent rien que de la gestion d'électricité. Donc, la loi 1309, elle est relative aux énergies renouvelables. Et on a la loi 4709 qui est relative à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, donc, on a le premier décret d'application qui est sorti, c'est par rapport à la réglementation thermique dans le bâtiment, donc la RTCM, la réglementation thermique, construction au bâtiment. Donc, ça, c'est un décret qui oblige les nouvelles constructions à respecter ou bien à prendre en considération la consommation énergétique de leur bâtiment à travers une petite simulation thermique de l'enveloppe pour estimer ou pour voir un petit peu le niveau de consommation, de leur bâtiment en termes de chauffage, climatisation, etc. Donc, on a fait un zonage à travers le royaume, un zonage pour chaque zone a des spécifications climatiques qui engendrent des seuils de consommation à ne pas dépasser pour le bâtiment. On attend toujours, on a un deuxième décret qui est appliqué cette année, c'est les audits énergétiques obligatoires. Donc, les audits énergétiques, donc les sociétés ou bien les organismes, ils sont soumis à une loi qui oblige à réaliser des audits énergétiques chaque 5 ans si on dépasse un seuil de consommation d'énergie. Pour le bâtiment, il ne faut pas dépasser 500 TEP, tonnes équivalent pétrole, 500. Et pour l'industrie, si on dépasse les 1500 TEP, automatiquement, on doit réaliser des audits énergétiques, sauf si on a l'ISO 50001, le système de management de l'énergie. Si on a le système de management de l'énergie, OK, c'est bon, on gère il y a un système qui gère le management de l'énergie. Donc, on n'a pas besoin de faire des audits énergétiques parce que systématiquement, au niveau le système de management de l'énergie qu'on va voir par la suite, on a des audits, des diagnostics énergétiques automatiquement. On attend toujours d'autres décrets d'application, surtout celui qui est lié aux entreprises de services énergétiques, les ISCO, qui se prépare actuellement. Donc, on a une agence ou bien une société publique qui s'occupe de ça, à savoir la SIE, qui en fait qui s'est convertie de la société d'investissement énergétique à l'époque. Il est actuellement une méga ESCO qui va gérer les ESCO par la suite, après la création ou bien après la sortie de décret d'application. On attend également le décret relatif aux études d'impact énergétique et au contrôle technique lié à l'énergie, bien sûr.
Donc, brièvement, on va passer à l'ISO 50001, au système de management de l'énergie. Le système de management de l'énergie, franchement, on peut pas balayer l'ensemble des exigences du système de management de l'énergie en une demi-heure ou bien 15 minutes. C'est impossible. Donc, on va vous donner un avant-goût par rapport à cette norme. Et bien sûr, vous pouvez consulter vous pouvez consulter la norme pour voir plus en détail ce qu'elle stipule exactement. Donc, tout système de management, toute norme passe à travers 4 parties. La roue de dimming, on parle toujours de la roue de dimming, plutôt le PDCA, plan de check act, donc planifié. On passe une partie liée à la planification énergétique. Donc, on définit bien évidemment le cadre de la politique énergétique de l'organisme. On fait le ciblage, on définit les objectifs, la politique énergétique, les indications de performance énergétique sur laquelle on peut se baser pour suivre notre consommation énergétique. Et sur cette base, on fixe un plan d'action, ou bien on élabore un plan d'action qu'on doit suivre par la suite pour la mise en œuvre de fonctionnement. Donc, la mise en œuvre de fonctionnement, bien sûr, et puis on check à travers la surveillance et les mesures, les instruments de mesure, bien évidemment, on met en place des instruments de mesure pour checker et réagir par la suite pour replanifier un autre plan d'action en fonction des résultats. Donc, on a une revue énergétique, une revue de management qui est réalisée d'une façon sur plusieurs étapes en fonction de la planification de chaque organisme, une fois par an, 2 fois par an, pour faire remonter les informations ou bien les résultats du système de management de l'énergie au top management pour réagir par rapport à des décisions qui impactent la consommation énergétique, qui sont liées généralement à l'investissement, à des décisions qui touchent à la politique énergétique de l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est ça, en gros, c'est ça le système de management de l'énergie. Et la boucle tourne. La roue, elle tourne en permanence pour corriger et pour améliorer la performance énergétique de l'organisme. Donc, la famille des ISO 50000, on a l'ISO 50002 qui touche à l'audit énergétique. Donc, il nous donne un petit peu l'approche à respecter au sein de l'organisme certifié ISO 50001 pour la réalisation de l'audit énergétique. On a le 50004 qui trace un petit peu les lignes directrices de la SME, du système de management de l'énergie, bien sûr en passant par plein de check act, le PDCA toujours. On a l'ISO 50006 qui donne une idée sur l'établissement des IPE et des CER, donc tout ce qui est les indicateurs de performance énergétique, donc les indicateurs, comment on peut établir des indicateurs en bonne et due forme, comment on peut respecter le système de management et comment on peut utiliser les indicateurs performants, pertinents et qui va nous permettre de suivre la consommation énergétique. Donc, on a également l'ISO 50015 qui se focalise sur le protocole de mesure et de vérification de la performance énergétique. Donc, c'est le check. Et le 50003, c'est l'évaluation de la conformité. On est toujours dans le check. Donc, en gros, c'est ça le système de management de l'énergie.
Donc, pour plus de détails, si vous voulez, on peut en discuter en détail si vous voulez par la suite. Mais pour respecter le temps, je pense que c'est bon. Avant de terminer, donc l'objectif de l'ISO 50001, et bien évidemment, c'est de définir la stratégie visant l'efficacité énergétique, de fixer des cibles et des objectifs propres à l'organisme, parce que le système de management de l'énergie, on ne peut pas installer la même politique ou bien les mêmes cibles pour l'ensemble, tous les organismes, ce qui s'applique à tout organisme, que ce soit petit ou grand. Donc, chaque organisme a ses caractéristiques, a ses spécifications en termes de consommation d'énergie. Donc, il faut prendre également des décisions pour la réalisation des audits énergétiques internes et externes aussi. Il faut apprécier en permanence l'efficacité énergétique de dispositifs sur la base des mesures, bien sûr. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne mesure pas. On ne peut pas contrôler quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, c'est clair, on passe par les mesures et le contrôle. Donc, et on vise l'amélioration continue du système. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, S'il y a des Mustafa. questions, bon. Bien évidemment, on a une contrainte du temps, donc je passe vite parce que malheureusement, pour passer à travers tous ces axes, on a besoin de plus de temps, mais c'est comme ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions, c'est Mohamed? Bah, il y a juste un petit commentaire de Monsieur Youssef Rahali qui se pose la question sur l'enjeu de l'utilisation de l'énergie de type euh, hydrogène et sur l'enjeu de cette nouvelle forme d'énergie, sur sa consommation et sur son stockage. Oui, oui. En fait, actuellement, on parle de Power to X. Effectivement, on parle de Power to X. C'est l'exploitation de l'hydrogène. Le point fort de l'hydrogène, c'est que il est utilisé, il est plutôt produit sur la base d'une source qui est aussi abondante, à savoir l'eau de mer ou bien l'eau en général. On peut utiliser l'eau pour produire l'hydrogène. Et ça peut être une source très, très prometteuse en termes d'énergie et en termes de stockage aussi. Mais c'est une technologie qui est très, très, très récente. On ne peut pas se prononcer vraiment là-dessus parce que on va laisser l'avenir pour, Inch'Allah, pour nous divulguer plus de détails par rapport à ça. Oui, effectivement, ça demande beaucoup plus de temps pour le traiter. C'est pour ça que j'essaie d'accélérer un petit peu et pour être dans Une le... question de Madame Sihem qui se demande par rapport à l'audit énergétique, est-ce qu'on doit se baser sur le référentiel 50001? Euh, Pas forcément pour l'audit énergétique. En général, on se base en général indirectement, on se base sur l'ISO 50001 indirectement, mais vu qu'on n'est pas dans une démarche de management de l'énergie de l'ISO 50001, on n'est pas obligé de respecter la 50001 dans les audits énergétiques, le diagnostic énergétique. Mais le mieux, c'est de le respecter pour être dans la norme, quoi. Donc, pour respecter. En respectant la norme, on fait bien, on fait très bien ce qu'il faut. Donc merci, je crois que qu'on n'a plus de questions pour cette partie. Euh, Toujours une question avant-dernière de Madame Sihem. Oui. Quand un audit est fait aux industriels, est-ce qu'on est dans l'obligation de faire des recommandations ou juste des constatations?
Euh, en fait, l'objectif, après tout, l'objectif de l'audit énergétique, c'est d'avoir des recommandations, c'est d'avoir des actions d'optimisation et des actions d'économie d'énergie. Donc, on doit avoir des recommandations. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du niveau ou bien du type d'audit qui est fixé au préalable avec le client. Si par exemple le client demande seulement de faire un diagnostic ou bien un état des lieux, tout simplement par rapport à sa consommation, oui, dans ce cas, on fait un diagnostic, des constats et point barre. Mais en général, pour des audits standards, des audits classiques, on est amené à faire un plan d'action un plan d'action d'économie d'énergie. Une question de Madame Tissem. Comment une personne peut être certifiée sur les aspects efficacité énergétique? Oui. En fait, on a besoin des prérequis, bien évidemment. Par exemple, on a un cursus technique ou scientifique ou bien un cursus qui est lié à l'énergie en général. Donc, on peut, on peut se permettre de réaliser des audits d'efficacité énergétique, mais pour ce qui est la norme, pour la norme ISO 50001, on doit être un auditeur certifié. Il y a des organismes de certification qui offrent des formations certifiantes IRCA, ISO 50001, Management de l'énergie, selon les standards et les normes internationales. Donc, pour être auditeur énergétique, tout simplement, tout court. Bien sûr, on a besoin d'un cursus adapté, un cursus efficacité énergétique, un cursus énergie, avec un peu d'expérience, avec des petits diagnostics au fur et à mesure, avec des auditeurs qualifiés. Bien sûr, on peut faire des audits d'efficacité énergétique. Mais si vous parlez d'auditeurs certifié ISO 50001, ça c'est autre chose. Il faut passer par le processus de certification à travers un organisme certifié pour vous passez 5 jours de formation et un examen pour obtenir la certification.